Ce qui est bien dans Jojo, c'est toute cette dimension dramatique qu'on peut retrouver. Araki ne fait jamais les choses à moitié. Il sait comment s'y prendre pour construire des personnages et aussi pour les faire disparaître. Et pour les faire disparaître correctement, attention, on parle pas d'une disparition à la One Piece quand le personnage disparaît avec une bombe nucléaire et revient quelques chapitres plus tard. Non, on parle de personnages bien construits ici, on est chez Araki quand même. Et donc, j'avais envie de parler des meilleurs sacrifices, des sacrifices les plus symboliques de Jojo's Bizarre Adventure. Ainsi, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à participer dans les commentaires et à faire tout ce qu'il faut pour référencer la vidéo. C'est toujours une aide cruciale. Sur ce, il est temps de parler de ces magnifiques sacrifices. Let's go. Bon, on va commencer par Jonathan Joestar, le type qui a dû voir son destin se faire broder sur un tapis persan maudit avant même de naître. Fils de bonne famille, cœur en or, point d'acier, il a eu la malchance de croiser le chemin de Dio Brando, un psychopathe narcissique qui s'est incrusté dans sa vie comme un parasite résistant aux antibiotiques. Pendant des années, il a tout supporté. Les coups en traître, les humiliations, la mort de son chien dans un incinérateur et même le vol de son premier baiser. Rip Perina et Rip Danny au passage. Mais il avait l'âme d'un noble, le Jonathan, alors il a encaissé, jusqu'au jour où Dio a dépassé les bornes du supportable en devenant un vampire immortel bien décidé à dominer le monde. S'ensuit une guerre où Jonathan, armé de sa bravoure et du Hamon, parvient à repousser Dio jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une dernière confrontation. Et c'est là que la tragédie prend tout son sens. Alors qu'il célèbre son mariage et pense pouvoir enfin respirer, il se retrouve piégé sur un bateau avec un Dio décapité mais toujours aussi toxique. Plutôt que fuir, il choisit d'embrasser son destin, littéralement en serrant la tête de Dio contre lui dans une étreinte funeste, empêchant ainsi son ennemi de causer plus de chaos. Gentleman jusqu'au bout, il sauve Erina et l'enfant qu'elle porte, mais lui sombre avec le navire. Fin de l'acte. Rideau. Premier Joestar, premier sacrifice. Et le début d'une longue malédiction familiale où mourir héroïquement semble être un rite de passage obligatoire. César Zeppeli. C'était le type qui marchait comme un prince et parlait comme un voyou, avec son petit saut stylé là, avec son petit charme à l'italienne, et ce petit sourire en coin qui te faisait croire qu'il avait toujours un coup d'avance. Fils d'une lignée maudite par la malchance et les sacrifices, il aurait pu choisir de s'écarter de ce destin tragique. Mais non, il avait trop de fierté, trop d'orgueil, et surtout, trop de rage contre ces foutus hommes du pilier qui avaient fait de sa vie une croisade personnelle. Quand la bataille contre Wamou atteint son paroxysme, César est seul. Joseph et Lisa ne sont pas là, et il aurait pu attendre du renfort. Mais il est trop impatient, trop persuadé que le destin de sa famille doit être racheté par ses poings. Alors il attaque, joue de son Hamon avec une élégance mortelle, et même Wamou en difficulté. Mais il le sait, au fond, il est fichu. Pourtant, il refuse d'échouer. Alors dans un dernier élan d'orgueil et de bravoure, il piège son propre sang dans une bulle d'énergie pure, portant l'anneau contenant le sang de Lisa vers ses compagnons. C'est son héritage, sa victoire posthume. Et puis l'inévitable, les décombres s'effondrent sur lui, l'ensevelissant dans une tombe improvisée, laissant seulement son bandeau s'échapper pour être porté par le vent jusqu'à Joseph. Quand ce dernier le retrouve, la scène est brutale, pas de cadavre, juste un dernier acte héroïque, un silence pesant et un sacrifice qui scelle le respect de tous. Il a échoué à vivre, mais il a gagné le droit d'être une légende. Mais évidemment, parce qu'un bon sacrifice dans Jojo ne serait rien sans une OST qui te poignarde en plein cœur, pour César, c'est Il Mare Eterno Nella, Mia Anima qui vient t'achever en beauté. Une tragédie grecque comme on les aime. Stardust Crusaders, c'est une partie qui commence comme un road trip légèrement bordélique entre potes et qui finit en véritable battle royale où chaque membre de l'équipage sait qu'il ne rentrera peut-être pas à la maison. Et autant dire qu'Araki ne s'est pas gêné pour nous arracher nos favoris les uns après les autres. Abdul, Iggy, Kakyoin, 3 personnages, 3 sacrifices et 3 façons de nous rappeler que Dio ne joue pas dans la cour des amateurs. Abdul d'abord, c'est le sage du groupe, le mec qui aurait pu survivre si la chance n'était pas une traînée ingrate. Déjà, il nous avait fait une fausse frayeur au début de la partie en disparaissant sous les coups d'All Horse, pour mieux revenir plus tard. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de miracle. Dans ce manoir maudit, face à Vania Ice et son stand cauchemardesque, Abdul aurait pu s'en sortir. Mais voilà, il choisit de protéger Polnareff et Iggy, en repoussant violemment ces idiots hors du danger. Son dernier mot ? Il n'en a même pas le temps. Un simple réflexe héroïque et boum, il est désintégré par Crime. Il ne reste plus que ses bras, que Crime s'empresse de dévorer par la suite. Et donc, pouf, il part dans l'air comme ça. Un départ cruel pour un homme qui n'a jamais cherché que la justice. Iggy, quant à lui, c'est le sale gosse du groupe, ce cabot insupportable, égoïste, qui pète sur ses alliés et n'a jamais demandé à faire partie de cette guerre contre un vampire immortel.
Et pourtant, sous ses airs de rebelle antipathique, il finit par prouver qu'il a plus de cœur que certains humains, qu'il est mieux développé que 90% des personnages de manga. Face à Vanilla Ice, il se bat jusqu'au bout, utilisant The Fool avec une intelligence qui fait honte aux humains qui l'ont sous-estimé. Il sauve Polnareff, un Polnareff d'ailleurs brisé par la mort d'Abdul, et dans un dernier élan, il tente un ultime assaut, mais à la fin, il est trop épuisé, son corps ne suit plus, et là, il s'effondre, tout simplement. Par la suite, on le voit aux côtés d'Abdul, les deux esprits faisant un dernier signe à Polnareff. Enfin, ils obtiennent la paix qu'ils cherchaient tous les deux. Et puis, il y a Kakyoin, l'homme au regard perçant, l'éternel observateur, le stratège du groupe. Dès son retour à la fin du voyage, on sent qu'il a compris quelque chose. Il sent la présence de Dio, il le devine, mais personne ne sait à quel point. Son affrontement est silencieux, presque intime. Il ne cherche pas à vaincre Dio, mais à comprendre son pouvoir. Et il y parvient, au prix de sa vie. Lorsqu'il est transpercé en plein air par Zawaludo, il a déjà accompli sa mission. Dans ces derniers instants, il regarde l'horloge qui vient d'être brisée par Dio. Il comprend, le temps s'arrête. Il le sait, il l'a vu. Et dans un ultime effort, il envoie un message crypté à Joseph. Il ne peut plus parler, mais il n'a pas besoin de mots. L'horloge brisée fait tout comprendre à son allié. Kakyoin ne meurt pas en hurlant, il meurt en vainqueur. Son sacrifice donne la clé pour vaincre Dio. Il disparaît avec le sourire d'un homme qui a gagné, même dans la mort. Et avec lui, une partie de l'innocence de Stardust Crusaders s'efface définitivement. Kakyoin, non! Alors Shigeshi, c'est ce gamin agaçant qui te rappelle ce pote un peu trop gourmand qui veut toujours récupérer ta monnaie quand tu partages une pizza. Un avare, un profiteur, mais au fond, un gosse comme les autres, trop jeune pour comprendre qu'il vit dans un monde où certaines choses ne pardonnent pas. Alors qu'il erre dans son collège, cherchant à récupérer son sandwich volé, il tombe par hasard sur Kira Yoshikage, le tueur en série le plus classe de Morio, en train de récupérer sa fameuse main coupée. Bah ouais, chacun ses délires, hein. Shigeshi, un peu trop curieux et naïf pour comprendre le danger immédiat, menace sans savoir l'anonymat de Kira. Et là, Kira passe instantanément en mode nettoyage express. Il libère son stand, Killer Queen, et active une de ses bombes en plein sur le petit Shigeshi. Malgré sa fuite désespérée, Shigeshi n'arrive pas à s'échapper. Il rampe jusqu'au bout, dans un ultime geste héroïque, tentant d'avertir Josuke de la menace en utilisant son stand, Harvest. Mais avant même qu'il ne puisse atteindre ses potes, il explose brutalement en plein couloir, pulvérisé par Killer Queen. Alors certes, il était radin, maladroit, pas toujours très malin, mais il était surtout attachant, avec ses petits billets froissés, sa naïveté enfantine et sa bonne humeur presque contagieuse. C'était juste le mec qui voulait juste profiter tranquillement de sa petite vie tranquille et de ses copains. Le genre de type à qui on pardonne volontiers toutes les bêtises tellement il a bon fond. Et là, bam, son innocence est pulvérisée littéralement par une bombe signée Kira. Sa mort est d'autant plus marquante qu'elle sert clairement de déclencheur. C'est grâce à ce sacrifice, involontaire certes, mais quand même héroïque, que Josuke et ses potes réalisent la vraie menace qui plane sur Morio. Avant ça, Kira était tranquille, discret, limite chill avec ses meurtres cachés dans sa vie de comptable psychopathe. Mais en faisant exploser Shigeshi, il franchit une ligne qu'on ne traverse pas impunément dans Jojo. Toucher aux innocents, aux enfants, aux plus faibles. À partir de ce moment-là, il devient l'ennemi à abattre à tout prix. Bref, ça n'aura peut-être pas été le personnage le plus stylé ou le plus classe, mais son sacrifice résonne longtemps après sa mort. C'est la perte de l'innocence, où la mort frappe sans prévenir, sans pitié et surtout sans distinction. Une leçon brutale à retenir. Ne jamais sous-estimer la noirceur derrière les couleurs pastel d'Araki. Golden Wind, c'est la partie où chaque personnage semble déjà avoir son nom gravé sur une pierre tombale dès le premier épisode. Tu le sens, l'ombre de la mort qui plane sur l'équipe. Ce n'est pas juste un road trip comme dans Stardust Crusaders, c'est une tragédie annoncée. Chacun sait qu'il va au devant d'une cause perdue, et personne ne recule. Et autant dire que la moissonneuse de la fatalité ne fait pas dans la dentelle. Narancia, c'est le gamin du groupe, l'insolent, le rigolo, celui qui ramène de la légèreté entre deux exécutions brutales. Et surtout, c'est celui qui rêve naïvement d'un lendemain meilleur. Il ne combat pas pour une cause philosophique, il veut juste un futur, une maison où il pourrait rentrer après tout ça. Et pourtant, ce futur, il ne l'aura jamais. Et boum, il termine en kebab transpercé par une grille rouillée. Une ironie du sort pour le maître de l'aviation miniature. Le pire dans ce sacrifice tragique, c'est que Narancia n'a même pas droit à une fin héroïque à proprement parler. Pas d'ultime assaut courageux, pas de moment épique comme la mort de César Zeppeli face à Wamu. Non, Monsieur se fait fumer à distance par Diavolo, fidèle à son habitude de troll suprême qui annule le scénario et les espoirs des personnages en mode touche CTRL plus Z. Et quand Giorno tente de le ramener, il est trop tard. La vie a quitté son corps. Son âme, j'ai beau chercher, je ne la trouve pas. Elle n'est plus nulle part. En réalité,
Araki sacrifie Narantia pour symboliser l'imprévisibilité absolue de leur combat. Il veut souligner qu'à ce stade, personne n'est à l'abri. Narantia représente justement l'innocence, la spontanéité, celui qui rêvait d'une vie paisible après toute cette violence. Sa mort brutale marque clairement la fin de toute forme d'espoir naïf. MDR, bienvenue dans Jojo. Son cadavre suspendu à la grille est également hautement symbolique. C'est littéralement le rêve de liberté qui s'envole, figé tragiquement entre ciel et terre. Narantia voulait rentrer à la maison, vivre normalement après la guerre contre Diavolo, mais comme beaucoup de personnages de Jojo, ses ambitions simples ont été écrasées par un destin cruel. La violence du choc est proportionnelle à l'attachement qu'on avait pour lui. Preuve qu'Araki sait exactement comment nous briser le cœur, en attaquant là où ça fait mal. Et pour ça, franchement respect. Parce que même les plus gros mangas populaires ne sont pas capables d'une telle prouesse. Et je ne vise personne. Non, je ne vise absolument personne. Déjà, sa première mort face à Diavolo, c'est le coup parfait de la fausse joie. Je crois vraiment qu'il est foutu, transpercé comme un steak surgelé par le poing du boss. Et bah oui, il est mort. Mais non, en fait. Enfin, c'est plus compliqué. Il revient grâce au pouvoir de Gold Experience, qui le ramène dans une espèce de demi-vie semi-zombie. C'est là que Araki nous fait un twist aussi dérangeant que fascinant. Parce que oui, Bruno continue à se battre, à zipper des portes, des murs et des types comme si de rien n'était. Mais on réalise progressivement qu'il n'est plus qu'un cadavre en sursis, un mort qui refuse de mourir. Et franchement, ça fout les jetons. Buccialati, c'est le symbole même de l'abnégation poussée à son paroxysme. Sa première mort, c'est l'annonce claire et nette qu'il ira jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Bruno ne vit désormais plus que pour accomplir sa mission. Arrêter Diavolo, protéger ses amis, détruire le destin tragique qui les attend tous. Araki crée ici une atmosphère glauque, morbide, mais aussi profondément touchante. Imaginez le mental qu'il faut pour continuer à avancer, à diriger son équipe, à encourager ses potes tout en sachant pertinemment qu'on est littéralement en train de pourrir à l'intérieur. Bruno devient à ce moment-là plus qu'un simple leader. Il devient une figure christique, porteur d'un idéal plus grand que sa propre vie, ou sa mort, c'est selon. Puis vient la deuxième mort, la vraie cette fois. Quand son corps atteint finalement sa limite, au moment où il se sacrifie définitivement dans le Colisée, là, Araki achève magistralement l'arc de son personnage. Bruno accepte son destin, il embrasse sa fin avec une dignité incroyable, tel un Ned Stark italien qui aurait anticipé la trahison finale. Plus de faux semblants, plus de miracles zombies à la Giorno, juste un au revoir définitif dans une scène poignante où il confie tout à Giorno Giovanna. C'est beau, mais ça pique sévère. À présent, je sais réellement ce qu'est le bonheur. Tout va bien. Et c'est ça qui est beau en fait avec sa seconde mort, c'est qu'il transmet définitivement la flamme à Giorno. À ce stade, Buccialati avait déjà fait bien plus que survivre. Il avait rallumé la flamme de l'espoir dans une ville pourrie par la corruption, prouvé à tous que la mafia pouvait être autre chose qu'un simple syndicat du crime sans morale. Buccialati, c'est donc la figure tragique ultime de Jojo, le mec qui a traversé l'enfer pour donner une chance à ses potes. Arrivederci. Si Narantia représentait l'innocence et Buccialati l'honneur, Abbacchio, lui, était la culpabilité incarnée. Cet ancien flic corrompu qui n'a jamais pu se pardonner, qui traînait son passé comme un boulet. Il cherchait un moyen de compenser, de prouver qu'il pouvait faire quelque chose de juste. Et il le trouve, juste avant que son assassin ne le raye de la carte. Il accomplit sa mission. Il enregistre l'identité de Diavolo avec Moody Blues, offrant à ses compagnons la clé du combat final. Son sacrifice n'est pas spectaculaire. Il meurt seul, exécuté par derrière par un assassin sans visage. Et pourtant, dans la mort, il trouve la paix qu'il n'avait jamais eue de son vivant. Abbacchio réalise enfin qu'il a été à la hauteur, que ses erreurs passées sont rachetées. Le parallèle est puissant. L'ancien flic désabusé retrouve enfin la paix intérieure en accomplissant son devoir jusqu'au bout. Comme si Araki lui disait « C'est bon mon pote, t'as assez souffert, tu peux partir tranquille ». Finalement, ce sacrifice montre aussi la réalité brutale de leur mission. Personne n'est à l'abri, et chaque petite victoire coûte terriblement cher. Bref, cette mort, c'est le drame intime et discret de Golden Wind. Aussi triste que discret, aussi marquant qu'inattendu. Un véritable uppercut émotionnel à la Araki, parfaitement exécuté. Les sacrifices de cette partie ne sont pas juste tristes, ils sont amers, brutaux, mais tous ont un sens. Chaque perte rapproche Giorno un peu plus de sa destinée. Et quand il atteint le sommet, l'ascension a tout pris en échange. Weaver Report, c'est l'incarnation même de la tragédie dans Stone Ocean. Ce mec, c'est un cadavre ambulant qui ne le sait pas encore. Tout chez lui respire la fatalité. Il a perdu sa mémoire, il vit avec un vide béant dans son âme, et quand il la récupère enfin, c'est pire. Il découvre qu'il était autrefois un monstre, un homme brisé par la haine, manipulé par Pucci jusqu'à devenir l'ombre de lui-même. Mais contrairement à d'autres, il refuse de rester ce qu'il était. Il fait le choix de changer, d'être autre chose qu'un pion sur l'échiquier du destin. Et c'est ce choix qui le mène à son sacrifice. Face à Pucci, il sait qu'il ne peut pas l'emporter seul. Il n'a pas besoin de gagner, juste de ralentir son frère, de lui compliquer la tâche. Alors il joue son dernier atout, Ivy Wither,
une tempête apocalyptique, des escargots qui dévorent la réalité elle-même, une horreur biologique qui aurait pu anéantir Pucci s'il n'avait pas trouvé un moyen de s'en sortir. Weaver se bat jusqu'au bout, repoussant encore et encore les assauts, mais son destin est déjà scellé. Pucci le transperce, le laissant s'effondrer dans une flaque de sang, le souffle coupé. La cruauté, c'est aussi dans ce que Weezer laisse derrière lui, son stand. L'un des plus OP de la série, conservé dans un disque et transmis à Emporio, le petit jeune qui n'avait rien demandé. Emporio se retrouve avec un pouvoir capable de ravager le monde. Un peu comme si on avait filé les clés d'un char d'assaut à un gosse de 12 ans. Mais justement, c'est cette transmission qui rend sa mort puissante. Weezer ne meurt pas pour rien, il transmet son héritage. Son combat contre le destin, manipulé par Pucci. Et Emporio portera jusqu'au bout son message. La liberté triomphe toujours face au fanatisme. Je risquerai ma vie sans hésiter pour ceux qui m'ont ramené d'entre les morts. Pour ceux auxquels je tiens. Il en était de même pour Weezer. Ainsi, dans Jojo, chaque mort est une pièce maîtresse, un sacrifice chargé de sens qui dépasse largement l'effet dramatique immédiat. Araki ne tue jamais ses personnages gratuitement. Leur disparition marque systématiquement un point de bascule narratif, émotionnel ou symbolique. Qu'il s'agisse du décès brutal de Shigechi révélant l'horreur de Kira, de la lente agonie héroïque de Buccialati qui transmet sa volonté à Giorno, ou même du sacrifice tragique d'Abakio servant à démasquer Diavolo, chaque mort a une portée profonde et précise. Araki n'hésite pas à choquer, c'est certain, mais il le fait toujours pour que ses personnages grandissent, évoluent, et que l'histoire prenne une ampleur supérieure. Rien n'est jamais vain. Le sang versé devient le moteur puissant qui pousse les survivants à se dépasser, à remettre en question leurs certitudes, ou à renforcer leurs convictions. Même la fin brutale de Weezer Report incarne la lutte éternelle contre un destin manipulateur. Un rappel poignant que l'homme doit se battre jusqu'au bout pour conserver sa liberté. Et donc, les sacrifices chez Araki sont comme les pierres angulaires autour desquelles tout se construit ou s'effondre. Il ne choisit jamais la facilité émotionnelle. Chaque mort, aussi dure soit-elle, sert à ancrer définitivement l'histoire dans un réalisme cruel et nécessaire. Araki nous rappelle ainsi que la victoire finale ne s'obtient jamais sans perte douloureuse, mais profondément significative. Alors encore une fois, merci Araki pour les travaux.